IDFM 98 de la bande FM, idfm98.fr sur toute la planète Terre. Et là, nous sommes avec un Canadien, Serge Marquis. Serge Marquis qui a déjà publié On est foutu, on pense trop. 600 000 lecteurs heureux, peut-être même plus, depuis Serge Marquis. Oui, bonjour. J'en sais rien. Bonjour, merci à vous de m'accueillir, c'est gentil. Merci. Donc là, on est avec votre deuxième, on peut dire, c'est un roman qui soigne l'ego. Le jour où je me suis aimé pour de vrai. Alors d'abord, dites-nous un peu qui vous êtes, Serge Marquis. Vous m'avez dit que vous aviez été médecin, vous l'êtes toujours. Oui, je pratique. J'ai pratiqué la médecine à la campagne un nombre d'années. Après, j'ai fait de la médecine du travail. Je suis allé dans les usines. J'ai essayé de contribuer au bien-être plusieurs travailleurs et travailleuses. Et je me suis intéressé particulièrement à leur santé mentale, au burn-out, au stress, à l'épuisement, etc. Ça fait 30 ans maintenant que je soigne des personnes qui ont craqué dans leur travail, qui ont cessé de fonctionner. Et je les accompagne dans un retour au travail. Puis bien sûr, depuis 30 ans, j'essaie de comprendre leur souffrance. Et c'est ce qui m'a amené à réfléchir à la question de l'ego, beaucoup. Et certains patients m'ont demandé, un jour, je leur avais suggéré des lectures, et puis ils m'ont dit, pourquoi vous n'écrivez pas un livre vous-même? Alors voilà, donc j'ai décidé de me lancer. Alors, on est foutu, on pense trop. Comment se libérer de Pansouillard, le hamster? Ce hamster, on va le retrouver dans votre deuxième roman. Oui. Donc, au Canada, il y a aussi autant de burn-out qu'ici, en France? C'est une épidémie, littéralement. On est passé, au début des années 80, on dit qu'il y avait 2% des prestations d'invalidité de longue durée qui étaient associées à des troubles psychiques. 2% au début des années 80. On est rendu à 70-80%. Alors, c'est pour vous dire, des absences de plus de 2 semaines, 3 semaines, 2 mois, 3 mois, parfois 1 an. Donc, ça augmente sans arrêt et c'est le symptôme d'un problème social majeur. Et pourtant, d'ici, on pense que le Canada, le Québec, c'est la terre promise. Il se passe des belles choses, bien sûr, mais au Québec, on vit aussi les maux que vivent les sociétés un peu partout sur la planète. C'est vrai partout. C'est vrai en Orient, c'est vrai en Occident. Il y a une accélération des processus, il y a un accroissement de l'ego. Oui, absolument, tout à fait. Et donc cet ego, on va en parler dans ce livre, Le jour où je me suis aimé pour de vrai, aux éditions de La Martinière. Ce livre est écrit comme si vous étiez une femme. Oui. C'est ce que j'ai trouvé extraordinaire, parce que vous avez vraiment poser les questions qu'on a tous vécues quand on est des femmes d'un certain âge, qu'on a eu une fille, ou au niveau de la jalousie même qu'on peut avoir vis-à-vis de la jeunesse de ses propres enfants, ou quand ils s'en vont. Ça, c'est aussi une histoire d'ego. Et il y a tout un tas de personnages dans ce livre. Il y a d'abord Maryse du Bonheur, avec un nom pareil, on penserait qu'elle peut être heureuse, qui est neurologue et neuropsychiatre. Exact. Vous pouvez nous en parler un peu de cette Maryse du Bonheur? Oui, c'est une femme qui croit que pour avoir réussi sa vie, elle doit partout être... elle est une représentation de ce qui se passe dans cette société. Elle croit que pour avoir réussi sa vie, elle doit être la meilleure partout, dans tout ce qu'elle fait. La meilleure professionnelle, la meilleure mère, mais d'une certaine façon, parce que pour elle, être mère, ça veut dire réussir à travers la réussite de son fils, entre autres. Alors donc, mais elle met beaucoup l'accent sur sa carrière, donc devenir celle dont on va parler dans toutes les revues médicales, qui va faire tous les grands colloques, etc., qui vont impressionner tous les collègues. Et elle en oublie d'être présente à ce petit bonhomme, dont elle est... Elle n'est pas très fière de lui d'ailleurs. Non, elle n'est pas fière de lui. Pas. Il ne ressemble pas, il ressemble à son père, ce qu'elle déteste. Qui est un clown d'ailleurs. Oui, qui est un clown, qui travaille dans un cirque et qu'elle ne voit pas, qui ne voit pas son fils. Qui fait comme s'il était là, mais qui n'est jamais là. Et donc, elle n'est pas fière de son fils, il n'est pas grand, il n'est pas beau à ses yeux, etc. Mais ce fils est très lucide. Et ce fils décide un jour de poser une question qui va être le fil conducteur de tout le livre. Dans une cour de récréation, il voit 2 professeurs s'engueuler, ou enfin dans une école, un corridor, il voit 2 professeurs s'engueuler. Il y a un professeur qui insulte un autre professeur en lui disant qu'elle a un gros égo. Et le professeur qui se fait insulter, c'est son professeur préféré, c'est une femme aussi. Et ça touche beaucoup l'enfant parce qu'il voit la détresse chez cette femme. Mais il ne sait pas ce que c'est l'ego, bien sûr. Il y a 9 ans. Alors il arrive chez lui, il demande à sa mère, « Maman, qu'est-ce que l'ego? » Et là commence
le roman, parce que la mère est obligée de se poser progressivement les questions à son propre sujet. Et qu'est-ce que c'est et il lui demande, est-ce que j'ai un gros ego? Charlot, il s'appelle Charlot du Bonheur. Est-ce que j'ai un gros ego, maman? Parce que c'est pas le tout d'avoir un ego, mais il est gros. C'est ça. Il a peur d'avoir un gros ego, mais c'est très vrai. Il a peur d'avoir un gros ego parce que, ayant un gros ego, il a peur d'être différent, éventuellement même de ne plus être aimé, etc., etc. Donc pour lui, avoir un gros ego, c'est une plaie. C'est quelque chose de terrible, de détestable. Alors il craint ça, et là il commence lui-même à essayer de comprendre ce qu'est l'ego. Entre autres, il essaie de dessiner l'ego. Alors, et ça, sa mère est un peu surprise le jour où il lui apprend qu'il a créé lui-même un personnage qui s'appelle Egoman, un super-héros qu'il a inventé parce qu'il essaie toujours de représenter l'ego, mais bien sûr, il est incapable de le représenter. Il y a même des amis qui essaient avec lui de représenter l'ego, mais tous cherchent. Et sa mère est chercheuse aussi. Elle fait des recherches sur le cerveau. Alors, bien sûr, il modélise un peu sa mère en devenant lui-même chercheur, mais le chercheur de l'ego. Alors, comme enfant, c'est pas banal, parce qu'il vit toutes sortes de situations. Et je voulais que les enfants vivent ça dans le roman. Je voulais montrer que dès l'école, l'ego se manifeste dans les cours de récréation. Je voulais montrer que l'intimidation a quelque chose à voir avec l'ego. On entend beaucoup parler d'intimidation dans cette société. Au Québec, on en entend parler des programmes pour contrer l'intimidation, etc. Mais c'est très rare qu'on l'associe à l'ego, cette intimidation. Et pourtant, c'est un rapport avec l'ego, c'est clair pour moi, parce que c'est le fait de ne pas accepter la différence, parce que l'ego va être unique, il va être spécial, il va être extraordinaire. Et dès que la différence se manifeste, il n'est plus unique. Donc, il veut détruire la différence, il veut faire disparaître la différence. Et dans la cour de récréation, des enfants qui veulent faire disparaître tout ce qui ne leur ressemble pas à cause de ça. Un enfant qui a une infirmité, bon, on sait très bien les gros clichés, un enfant qui est obèse, un enfant qui a les cheveux roux, un enfant qui a, bon, etc., etc. Et Charlot subit de l'intimidation. Moi, j'avais les cheveux roux quand j'étais enfant. Je les ai encore, je peux vous dire que c'est pas drôle. C'était alors, donc cette neuropsychiatre... Une pédiatre. Elle rencontre un psychiatre. Elle rencontre Georges, qui est gros, lui, qui l'aime, et qu'ose pas lui dire, mais qui, lui, doit pouvoir lui donner la réponse de l'ego. Alors, c'est quoi, Serge Marquis, l'ego? Quelle définition on peut lui donner? Moi, ça, c'est une super bonne question parce que j'ai tellement cherché la réponse partout, sur Internet, dans des encyclopédies. J'ai relu des passages de Freud, de Jung, etc. Et c'est fascinant. Je dis souvent en Orient, quand on explore l'ego à travers le bouddhisme, on se rend compte que pour eux, l'ego n'existe pas. C'est une illusion, c'est un concept. Ça, on est en Orient. Sur la même planète, que des personnes qui disent que l'ego, il faut le renforcer, il faut le rendre plus solide, etc. On est sur la même planète, on a des définitions totalement opposées. Mais j'ai trouvé des réponses et des hypothèses intéressantes chez un philosophe qui s'appelle Krishnamurti. Je le cite au début du livre, d'ailleurs. Cette phrase au début du livre est très, très importante. Parce que Krishnamurti dit que l'ego serait apparu en cours d'évolution et que ce serait le résultat d'un processus qu'il a appelé le processus d'identification. En fait, ce processus est encore très actif à l'intérieur de nous. Et il dit qu'au départ, on se serait identifié à ce qu'on possède, à son territoire. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, on s'identifie... À son compte en banque. À son compte en banque, aux vêtements qu'on porte, les vêtements griffés qu'on porte, aux parfums qu'on porte, à la maison qu'on possède, à la voiture qu'on conduit, à la marque. D'ailleurs, c'est pour ça que les marques ont tellement d'importance aujourd'hui, parce qu'on nous invite à nous identifier à une marque. Le problème, c'est que quand une marque devient ce que j'appelle une pelure identitaire, parce que maintenant, pour représenter l'ego, je le compare à un oignon. Je dis que l'ego, c'est un amas de pelures identitaires, donc on s'est identifié à ce qu'on possède, et dès qu'on s'identifie à un objet, à un pays, à n'importe quoi, tout ce qui est perçu comme menaçant pour cette pelure identitaire est perçu par le cerveau comme une menace à la survie. Et ça, c'est pas rien, parce que le cerveau, à ce moment-là, déclenche la réaction très primitive de lutte ou de fuite. Autrement dit, si quelqu'un émet un commentaire sur un vêtement que je porte, auquel je me suis identifié, et que la personne dit quelque chose du genre « T'es-tu regardé comme il faut? Qu'est-ce qui t'a pris d'acheter ça? » Bon, etc. Le cerveau ne perçoit plus le commentaire comme étant un commentaire à propos du vêtement. À propos de soi-même. À propos de soi-même. Et là, il déclenche la réaction lutte. Hormonalement, là. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que j'ai choisi de présenter une neurologue, parce que j'étais
j'avais envie de lui faire découvrir ce qui se passait dans le cerveau neurologiquement. Alors, immédiatement, les hormones de la lutte sont sécrétées par le cerveau et par les glandes. Ça circule dans le sang. On devient comme une bête féroce. Et on répond à la personne qui a commenté le vêtement, vous comprenez rien, vous êtes des incultes. Oui, ou on dit rien. Ou on dit rien, ou on se le dit à soi-même. Bon, j'ai plus rien à voir avec ces gens-là, alors qu'on les aimait. Bon. Et évidemment, au travail, c'est terrible, hein, parce qu'il y a des identifications à des idées, et qui peuvent être défendues comme s'il en allait de notre survie. Et il y a des gens qui vont littéralement se sauter dessus au cours d'une réunion, ne plus être capable de vivre ensemble, etc. Et c'est encore l'ego qui se manifeste. Et c'est ça que je voulais montrer aussi chez les enfants, et que ce que les enfants vivent dans les cours de récréation, c'est exactement ce qu'on vit à l'échelle des nations. C'est la compétition, de toute façon. Dans la mesure où on est en compétition, on ne peut pas que le meilleur gagne, c'est-à-dire... Voilà. Ouais. Et là, c'est la dominance, c'est la domination de l'ego, et on oublie ce que nous sommes vraiment. Ça, c'est très important, parce que quand on s'identifie à des pelures identitaires, on s'éloigne de ce que nous sommes vraiment. Et qu'est-ce qu'on est vraiment? Ben ça, je rends hommage toujours à cette femme qui s'appelle Marie de Hennezel, qui a travaillé en soins palliatifs, qui est une Française, et qui a dit, qui habite ici en France, et qui a dit un jour, il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. C'est une des plus belles phrases que j'ai entendues de toute ma vie. Il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. Et qu'est-ce qui en nous ne vieillit jamais? Ben, la première chose, c'est la capacité d'être présent ou présente. Quand on est en train toujours de surveiller les menaces à nos pelures identitaires, à nos opinions, à nos idées, à nos croyances, à nos vêtements, aux marques qu'on porte, ben, on n'est plus présent ou présente à ce qui est là. C'est-à-dire à l'autre avec lequel on parle. On n'est plus présent au parfum que les fleurs émettent, au vin qu'on a dans la bouche, à la musique qu'on écoute. On n'est plus présent à rien de ça. Et cette capacité d'être présent, présente, je dis toujours, c'est un noyau au cœur d'un paquet d'autres capacités qui ne vieillissent jamais. La capacité d'aimer, ça ne vieillit jamais. Ça, on le voit très bien chez les personnes en phase terminale, en fin de vie, qui expriment, celles qui sont lucides, celles qui ne sont pas encore coincées dans l'ego. Oui, ou celles qui ne sont pas médicalisées. Oui, celles qui ne sont pas médicalisées, ça c'est très juste aussi. Et il y en a qui sont encore coincés dans l'ego, hein, qui essaient encore en fin de vie de montrer qu'ils vont être le meilleur mourant ou la meilleure mourante. Alors justement, cette Maryse du Bonheur, bon, elle est cancérologue aussi, donc elle s'occupe d'enfants en fin de vie. Et non seulement elle a des problèmes avec Charlot, mais elle a des problèmes avec Adrien. Adrien qui va mourir et lui laisser un héritage où elle se pose beaucoup de questions. Percutant. Ouais. Ouais. Adrien va lui dire qu'il ne la sent pas. Qu'il ne sent pas sa présence. Alors qu'elle est une femme qui est supposée s'occuper des enfants en fin de vie. J'ai connu 2 sages-femmes avec lesquelles j'ai travaillé dans ma vie. J'ai connu une sage-femme qui a accompagné des femmes qui donnaient naissance à des enfants. J'ai travaillé avec elle. Et j'ai travaillé avec une autre sage-femme qui accompagnait des enfants en fin de vie. Alors, je les ai vues toutes les 2 travailler. Et celle qui accompagnait les enfants en fin de vie, elle aidait les parents à les laisser aller. Elle aidait les enfants à nommer les peurs qu'ils avaient, bon, etc., etc. Alors que Maryse du Bonheur, qui est supposée de faire ça, ne fait pas ça. Elle ne pense qu'à elle, qu'à sa gloire, Et Adrien lui met ça en pleine face. Alors Adrien lui dit à la page 44 de votre livre, on dirait qu'arrive un moment où on n'a plus le droit de mourir juste pour que vous soyez la meilleure. Est-ce que je me trompe? C'est comme si on vous servait à quelque chose, docteur Maryse, comme si on vous était utile. Maryse dit, quand Charlot est rentré de l'école, Charlot c'est son fils, j'ai décidé de reprendre notre échange là où nous l'avions laissé. La mère avait lu dans les yeux de son fils ce que le médecin voyait trop souvent dans les yeux de ces jeunes malades, cette lueur qui pâlit quand on sait que plus rien n'est possible. C'est-à-dire qu'en plus, ce regard que lui adresse Adrien, elle le retrouve dans le regard de son fils, là où elle se rend compte qu'elle n'est pas là non plus. Exact. Le regard des mourants. Ouais. Son fils, elle voit s'éteindre des choses, parce que lui est aux prises avec elle ne sait pas encore, mais est aux prises avec une souffrance. Elle n'est même pas consciente que son fils est aux prises avec cette souffrance-là. Et il n'ose pas lui en parler. Et peu à peu, elle va enfin entrer en contact avec lui et ouvrir une porte pour qu'il puisse avoir suffisamment confiance en elle à cause de la présence qu'elle lui offre,
qu'elle a appris à développer grâce, entre autres, à Adrien, pour qu'enfin il puisse lui parler de ce qui l'habite, de ses peurs, de ce dont il souffre. Il était incapable avant parce qu'il voyait bien qu'il y avait pas, que ça percutait. Ça percutait sur cet ego qu'il a vu continuer à faire croître, etc., etc. Cet ego qui est donc le syndrome du moi hypertrophié. Ouais. Donc l'ego, ce n'est pas le moi. Non. Moi, je distingue, je dis que ce qui en nous ne vieillit jamais, on pourrait appeler ça le grand moi. Je ça à l'interconnexion. Nous sommes des êtres de relation, par définition. On ne peut pas... Il y a des gens qui m'ont déjà dit, pouvez-vous me faire la preuve de ça? Je leur ai dit, nous sommes des êtres d'interconnexion. Pouvez-vous nous faire la preuve de ça? J'ai dit, c'est super simple. Coupez tous les arbres de la planète et vous mourrez demain matin. Et là, je leur avais dit, allez embrasser les arbres. Dites-leur merci de fabriquer l'oxygène que vous respirez. Alors, nous sommes des êtres d'interconnexion à ce point. Alors, imaginez à quel point on est interconnectés les uns les unes aux autres. Et l'ego sépare. L'ego veut tellement qu'on soit unique qu'il prend toute la place. Il nous prive d'être présents. Et c'est à travers la présence qu'on est interreliés, qu'on est interconnectés. Et Charlot découvre ça. Il fait découvrir ça à sa mère. Ouais, c'est bien parce qu'on se pose tous la question et tout ce que c'est que l'ego. Est-ce que ça serait aussi que je crois que ce sont des bandes dessinées dans la tête des humains avec plein de super-héros, c'est-à-dire tout ce qu'on nous montre à la télé, on essaye de devenir aussi belle, aussi mince, aussi intelligente, aussi riche, aussi c'est de la bande dessinée. Absolument. Aussi célèbre. On nous dit que les gens qui réussissent leur vie sont les gens qui gagnent des médailles d'or aux Olympiques, qui sont des acteurs de cinéma, qui ont la gloire, la richesse, l'apparence, etc. Puis quand on creuse, quand on gratte, on s'aperçoit qu'il y a plein de ces gens-là qui sont pas heureux pour totalement déprimés, consommation de drogue au maximum, alcool, dépendance de toutes sortes, machin. Il y en a même plusieurs dont on voit les suicides. Des personnages célèbres, beaux, belles, riches, machin, puis on découvre que finalement ils se sont suicidés. On a des tas d'exemples dans le monde de la musique aussi. Marilyn Monroe, Dalida, il y a plein de récemment, Michael Jackson, Prince, etc. Aussi égoïste que moi. Aussi égoïste que moi. Alors, Taylor dit, l'individuation, c'est développer son potentiel, ses ressources, ses capacités. Alors, comment on peut expliquer ça, que finalement, on est dans une société du mal de l'ego, hein, finalement, absolument. Société du mal et de l'ego. Oui. Comment on peut expliquer comment on peut expliquer ça, finalement? Parce qu'on est tous quand même pas super stupides. Non. Non, nous ne sommes pas stupides. J'ai envie de dire, l'ego nous rend stupides. Mais nous, on ne l'est pas. Et l'ego nous rend stupides. Moi, je pense qu'on a dérapé quelque part pour expliquer ça. Il y a un philosophe montréalais, j'en parle beaucoup, qui s'appelle Charles Taylor. Et là, je vais aller dans quelque chose d'un petit peu complexe, qui dit qu'on a malheureusement confondu l'individuation, c'est-à-dire devenir ce que nous sommes, avec l'individualisation, qui est le renforcement de l'ego, protéger cette espèce d'image idéale de la personne extraordinaire que nous pourrions être, et enfin, grâce à laquelle nous serions heureux. Et l'individualisation, c'est renforcer l'ego. C'est deux routes complètement différentes. Et la route qu'on a à adopter, c'est celle de l'individuation. Et cette route-là, l'individuation, développer son potentiel, ça ne peut se faire que dans le dialogue, quand de la rencontre avec l'autre. Parce que dans la rencontre avec l'autre, on peut enfin prononcer la phrase extraordinaire qui est « Je n'avais jamais vu ça comme ça ». Tout seul dans un coin, on ne pourra jamais dire « Je n'avais jamais vu ça comme ça ». Mais quand on parle à une autre personne, qu'on échange, elle va pouvoir nous faire dire « Hey, je n'avais jamais vu ça comme ça ». Et là, on vient de changer. On vient de se développer davantage, devenir davantage que nous sommes. Tandis que l'ego, il ne veut rien savoir de ça. L'ego, c'est moi je sais et l'autre ne sait pas. Alors, quelle différence entre l'ego et le narcissisme? Ah, c'est pareil. On est dans la même direction. Le narcissisme, c'est l'ego qui s'exacerbe, l'inflation de l'ego, si vous voulez. C'est le narcissisme, littéralement. Moi, je sais, moi, je peux, moi, j'ai, et toi, tu n'as pas. Ça, on voit ça beaucoup, hein. Avoir toujours raison. Avoir toujours raison.
avoir plus que l'autre, même au niveau financier, au niveau des objets, etc. Donc, je suis extraordinaire parce que moi, j'ai tant d'argent et l'autre en a pas. Moi, j'ai tant de connaissances et l'autre en a pas. J'ai cette apparence que l'autre n'a pas, etc., etc. Ça, c'est vraiment le narcissisme et c'est vraiment l'exacerbation de tout ce qui est lié à l'espace de l'ego. Versus l'individuation, je développe mon potentiel et je suis pas du tout dans la comparaison à l'autre. Je développe un potentiel qui va être au service du bien commun. C'est la grosse différence. Je développe des qualités qui vont être utiles à d'autres. Ça, c'est l'individuation, littéralement. Bon, c'est un livre qui est drôle, enfin qui est émouvant aussi, parce qu'on va faire intervenir aussi une petite fille, Marie-Lou, qui est muette, donc forcément, son ego, il est forcément petit, parce que quand on est muet, on peut pas trop... Est-ce que les muets ont de l'ego? C'est une question que j'ai posée. C'est une très bonne question, parce que j'ai eu le privilège de faire des conférences à des groupes de sourds-muets. Il n'y avait que des sourds-muets, des malentendants dans la salle. Et il y avait 3 personnes qui, avec le langage des signes, traduisaient ce que j'allais dire. Et là, je leur demandais, mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous, il y en a qui n'avaient jamais entendu de mots. Comment? Mais bon, il avait appris le langage des signes, puis il avait développé un alphabet. Ils pensaient avec des images, mais ils finissent par penser, littéralement, puis échanger entre eux, puis finissent par comprendre le mode de pensée qui est le nôtre, mais à travers la... Oui, c'est-à-dire ils finissent par être conditionnés à acheter des Nike ou acheter des... tout à fait. Pour être comme les autres. Oui, tout à fait. Alors, il y a Marie-Lou qui a une grande sensibilité. C'est un personnage... c'est une petite bonne femme très fragile, mais qui a un cœur grand comme le monde, puis qui a parfois aussi la capacité d'exprimer sa colère. Quand elle veut mettre des limites, elle le fait, mais qui a un cœur grand comme le monde et qui... fait découvrir elle aussi à Charlot et surtout encore à Maryse, parce qu'il se passe, je ne sais pas si je peux raconter ça, mais... Avec Maryse, hein, oui, il y a cette jalousie de femme. Ah oui. Bah, écoutez, je vais lire donc Maryse du Bonheur, qui est la mère de Charlot, et donc Charlot tombe amoureux de Marie-Lou, Oui. donc il y a une relation entre eux. À l'adolescence. Et aujourd'hui, quand je repense à cette réaction de névrosé, je retrouve les bas-fonds dans lesquels l'ego peut nous entraîner, la négation de l'existence de l'autre au profit du moi, même quand il s'agit de son propre fils ou de sa propre fille. Ouais. Ceux qui nous écoutent, s'ils ont un peu eu des enfants, il y a le moment où l'enfant aime quelqu'un d'autre que nous, que ce soit le fils ou la fille, il y a une sorte de mise à l'écart, et toute la richesse de notre vie, c'est d'accepter que on serait justement mis à l'écart, qu'on n'ait pas cet ego et que quelqu'un rentre dans le jeu en même temps que nous. Et ça, j'ai trouvé ça formidable. C'est pour ça que je vous dis, comment vous avez pu vous mettre à la place d'une femme pour écrire ce livre? Ouais. Je vais faire une confession. Moi, j'ai grandi dans un monde de femmes. Très tôt, comme enfant, j'allais passer tous mes étés chez ma grand-mère. Et il y avait une de mes tantes qui était là, je suis ému quand j'en parle. Il y avait des cousines, ma mère qui venait aussi de temps en temps. Il n'y avait pas d'hommes. Mon père voyageait, mon oncle travaillait dans une usine dans la ville de Québec, alors qu'on était à la campagne, vraiment, à 45 minutes peut-être, dans la forêt. Et j'étais presque tout l'été avec des femmes. Et j'étais tellement heureux à être connecté à ces sensibilités de femmes qui échangeaient constamment toute la journée, préparaient des repas, aller cueillir les fruits dans les champs, se lavaient devant moi, etc. Il y avait tout ça, là. Je les aidais à faire même des tâches ménagères. Et quelque part, il y a une sensibilité, je crois, qui s'est installée en moi à leur contact, qui m'a fait entrer dans leur univers, dans leur monde. Et quand j'ai commencé à écrire le livre, je me suis dit, est-ce que je l'écris au féminin? Parce que je me suis vraiment posé la question dès le départ, qu'est-ce que ça va être de me mettre dans la peau d'une femme? Est-ce que c'est pas un peu audacieux? Est-ce que je passerai pas à côté? Et j'ai aussi accompagné beaucoup de femmes comme médecin. J'en ai, quand je disais tout à l'heure que j'en ai accompagné qui accouchaient, j'en les ai suivis pendant leur grossesse. Je les ai suivis dans leurs craintes, dans leurs peurs. Je les ai suivis au moment où elles mettaient les enfants au monde. Et j'ai eu la chance de voir une sage-femme les aider. Donc, je suis entré aussi en contact avec cette sage-femme
J'ai vu des choses, là, mais qui m'ont tellement renversé. J'ai vu cette histoire de cette sage-femme qui aidait une femme qui était en train d'accoucher, mais le bébé sortait pas, les contractions étaient régulières, et puis le col était complètement effacé, puis le bébé sortait pas. Et là, cette sage-femme de prendre les bras de la femme et de lui dire « Est-ce que tu as peur d'accoucher? » Et là, la femme dit « Je serai jamais capable d'être la mère de cet enfant-là. » Elle lui dit ça. Et là, je suis derrière, moi, j'ai jamais appris ça dans mon cours de médecine, là. J'ai jamais vu ce genre de choses, là. Là, je suis dans une maison, là. On est à la campagne, je suis dans une maison, là. Et là, elle part à pleurer, la dame qui était en plein travail, puis elle dit « Je serai jamais capable d'être la mère de cet enfant-là. » Et là, de voir la sage-femme qui l'accueille et qui l'aide à connecter sur des capacités dont elle était débranchée, là. Et à partir du moment où elle a dit ouais, je peux être la mère de cet enfant-là, le bébé est sorti. Ploc. C'était incroyable de voir ça. Et toutes ces sensibilités féminines, j'ai eu la chance d'être en contact avec elles. Alors je me suis dit, ben allons-y, faisons le pari, essayons d'écrire comme à partir de l'univers d'une femme. J'ai connu des femmes médecins beaucoup, évidemment, j'en ai côtoyé beaucoup. J'en côtoie d'ailleurs encore aujourd'hui. Alors il y a une sage-femme dans votre livre, hein, celle qui accueille Charlot, qui est une amie de Maryse du Bonheur. Ouais. Et c'est pour ça que cette sage-femme, vous l'avez reléguée à aller élever des chèvres. Pourquoi? Pour retourner un peu dans votre enfance? Oui, mais pour aussi exprimer qu'il y a des personnes qui ont le goût de sortir de cet univers un peu fou, ce monde du travail dans lequel on est, qui s'est déshumanisé. Là, j'invente rien, c'est beaucoup de gens qui en parlent, mais même le monde de la santé. Même les maternités. Même les maternités, même les soins palliatifs, les endroits où on devrait aider les gens à mourir, tous ces endroits-là, ça se déshumanise complètement présentement. Je sais, je l'ai vu, je l'ai vécu. Oui, on voit des cliniques qui viennent de se construire avec des murs gris comme ça. Exact. Pas une photo de bébé dans des couloirs sans fenêtre. Exact. On accueille les enfants dans un monde gris. Exact. Alors ça, je l'ai vu et je le vois encore. Et j'ai voulu exprimer à travers Alexandrine, la sage-femme, ce besoin qu'elle avait tout à coup de se retirer de ce monde déshumanisé pour aller se ressourcer quelque part sur une terre avec des chèvres et les aider à accoucher, parce qu'elle devient une sage-femme de chèvres au fond. Alors, parce qu'elle y trouvait plus, j'ai envie de dire, plus d'humanité en aidant les femmes à accoucher que ce qu'elle vivait dans le monde de la santé dans lequel elle était. Et j'accompagne beaucoup de personnes présentement qui souffrent d'épuisement dans le monde de la santé parce qu'elles ont perdu le sens de leur travail, ces personnes-là. Et elle a une façon de s'envoler en l'air dans une montgolfière qui est quand même assez exceptionnelle. Le secte accouchement de chèvre dans une montgolfière. Fallait quand même, cette mise à bas, fallait quand même là. Oui, elle est tellement proche du monde animal, tellement proche des chèvres, elle les adore, elle a une affection folle pour elle. Puis là, elle avait promis cet envolé en montgolfière alors que la chèvre vient est sur le point d'accoucher. Alors, elle amène la chèvre, dans la montgolfière avec tout le monde. Je ne veux pas briser ma promesse, puis en même temps, je vais être en contact avec cette chèvre que j'aime profondément. Et bon, effectivement, la chèvre finit par accoucher dans la montgolfière. La tête en bas, je marche à l'envers, aussi égoïste que moi. Mon mode d'emploi serait nécessaire. IDFM, on reprend l'émission avec Serge Marquis, Le jour où je me suis aimée pour de vrai, aux éditions de La Martinière. Ce roman, vraiment à découvrir sur l'ego, cet ego qui est là. On a dit qu'on parlerait d'abord d'Amid, ce petit garçon qui se suicide, mais la question que je voulais vous poser avant, est-ce qu'en faisant cette émission, c'est pas notre ego qui parle? On essaie... moi, j'ai envie de dire présentement... La plus grande préoccupation que j'ai dans ma vie, c'est celle de la présence. C'est celle de voir surgir l'ego et de ramener mon attention là où je suis. Et là, je suis avec vous. Là. Oui. Non, mais la question, je me la posais pour moi aussi. Qu'est-ce que je fais à faire des émissions de radio? Est-ce que c'est une reconnaissance? Voilà. Posez-vous tous la question... en quoi l'ego parle en nous? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est? Puisque, on va parler d'Amid, qui, lui, se suicide. Il y a pas mal d'enfants. J'avais fait une émission sur les suicides, d'enfants qui se suicident en France. On cache les statistiques, on n'en parle pas. Donc, c'est aussi un hommage à ces gosses qui n'ont pas envie de vivre dans le monde qu'on leur donne. Exact. Donc, il y a cet enfant, il y a Marie-Lou, il y a pas mal d'enfants dans votre livre.
Et peut-être pas, vous voulez en dire encore quelques mots? Ben oui, ben Hamid, c'est ça. Ce que vous dites est tellement juste. On cache cette réalité, puis il y a des gens qui disent, mais non, mais c'est impossible que des enfants se suicident. Eh bien, c'est très, très possible. Et très tôt dans leur vie, 10 ans, 11 ans. 5 ans même. Oui, c'est réel. Et c'est malheureusement devenu la seule option dans leur tête pour soulager la souffrance qui est récente. Malheureusement, cette option-là est déjà là, et c'est la seule à un moment de leur vie, alors que, évidemment, ça ébranle beaucoup tout le monde dans le bouquin, dont Charlot, son grand ami. Je suis ému parce que vous me rappelez des passages, au moment où je les écrivais, je savais pas nécessairement, je n'avais pas à l'avance prévu que tout ça arriverait. Et au moment où je les écrivais, je me disais, mais non, mais ça me conduit à cette réalité qui m'a probablement déjà tellement heurté que maintenant, il faut que je la mette sur papier et effectivement que je rende hommage à tous ces êtres humains qui ont essayé de lancer un appel, un cri. Et qu'on n'entend pas. Et qu'on n'entend pas, quelque part. Et puis, pendant que j'écrivais ça, parfois j'étais obligé d'arrêter parce que je sanglotais en invoquant ces personnes-là. Ah oui, alors moi je pensais que ça allait se terminer bien, c'est pas vraiment le cas, quoique de toute façon ça se termine jamais bien la vie, enfin, parce que l'ego, la seule chose qu'il a envie c'est de pas mourir. Oui, c'est ça. C'est son gros problème. C'est son gros problème, absolument. Il veut pas mourir. Il veut pas disparaître, et tout le temps. Il a toujours peur, et son gros problème c'est il veut pas mourir, et il a toujours peur de mourir, tout le temps. Toutes ces pelures identitaires qu'on accumule au cours de leur vie ont toutes peur de disparaître les unes après les autres. J'ai essayé à chaque fois que je parlais d'un événement tragique d'apporter de la lumière aussi dans le bouquin. Parce que chacun des événements tragiques est une opportunité pour qu'une découverte soit faite par un des personnages à propos justement de la possibilité de sortir de l'univers de l'ego et d'entrer dans celui de la présence. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. À la fin d'ailleurs, j'ai essayé aussi d'illustrer ça. Georges, qui est un psychiatre, qui est supposé être un spécialiste de l'ego, c'est un psychiatre qui, en plus, accompagne les enfants qui souffrent. Il y en a beaucoup des pédopsychiatres dans les hôpitaux. J'en ai connu personnellement. Eh bien, on pense que lui, il a résolu le problème de l'ego, mais pas du tout. Parce qu'il est incapable d'exprimer son amour à quelqu'un qu'il aime profondément. Et on dit pourtant, un psychiatre devrait être capable de faire ça. Et croyez-le ou non, j'en ai rencontré plusieurs psychiatres qui étaient extrêmement handicapés au niveau de la communication et coincés dans leur ego. Mais on est tous incapables d'exprimer l'amour qu'on a, parce que finalement on s'en rend compte au moment de partir pour le grand voyage. La seule chose qu'on regrette, c'est pas ces biens matériels. C'est cet amour qu'on n'a pas pu donner ou dire. Et j'aime ça que vous disiez ça, parce que vous savez, j'ai souvent entendu une phrase dans les salons funéraires qui est la suivante, c'est la seule chose que je regrette, c'est de ne pas lui avoir dit avant, de ne pas lui avoir dit pendant qu'il ou qu'elle entendait. Et un jour, je me suis dit, ça ne m'arrivera pas. Moi, j'ai décidé que parfois, ça me demande du courage, mais quand j'ai le goût d'exprimer quelque chose à quelqu'un, je fais tout ce que je peux pour le faire. Oui, mais pour ceux qui sont déjà partis et que vous n'avez pas pu faire... Ben, je leur dis en disant peut-être quelque part, quelqu'un qui va l'entendre, j'en sais rien, mais on va quand même essayer de l'exprimer. Et c'est ce que Georges découvre. Et ça aussi, j'ai essayé de montrer un côté lumineux à travers la possibilité pour Georges de finir par traverser les peurs, traverser les barrières, puis prendre son courage à deux mains, puis exprimer ce qu'il ressent. Et à chaque fois, j'essaie d'apporter cette lumière à travers les tragédies. Alors, il y a une solution pour sortir de l'ego, c'est Amib, qui est celui qui s'est suicidé, donc qui a révélé à Charlot le moyen de s'en libérer. Il ne faut pas que tu aies tout le temps envie d'être aimé, il faut juste que tu saches que tu es tout le temps capable d'aimer, que tu t'en souviennes toujours. Ne pas avoir envie tout le temps d'être aimé, parce que c'est ça l'ego. Il veut être le meilleur. Exact. Il veut, en vérité, c'est un besoin d'amour, de reconnaissance. D'attention, d'amour, de reconnaissance. Il est possible que très tôt dans notre vie, on ait confondu recevoir de l'attention
avec le fait qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire versus recevoir de l'attention uniquement à cause de ce qu'on est. Et parce qu'on pense qu'il faut faire quelque chose d'extraordinaire pour recevoir de l'attention, ben là, ça y est, l'ego entreprend cette démarche de toujours vouloir être exceptionnel et extraordinaire, parce que quand on est enfant, recevoir de l'attention, ça veut aussi dire survivre. Parce que si on n'a pas d'attention quand on est enfant, on craint qu'on ne nous nourrisse plus, qu'on ne nous protège plus. Qu'on ne voit plus. Qu'on ne nous voit plus, exact. Alors là, on se dit, ben maintenant, il faut que je sois extraordinaire le reste de mes jours si je veux recevoir de l'attention. Et là, l'ego, paf, a commencé ce cycle infernal de produire toutes sortes de pelures identitaires qui vont, on le croit, nous rendre uniques et enfin nous permettre de recevoir l'attention qu'on croit nécessaire, alors qu'on oublie, et c'est ce que Hamid dit à Charlot, on en oublie notre capacité d'aimer. Moi, j'ai soigné des personnes qui venaient de vivre une rupture, et la personne qui les avait laissées, là, c'est comme si elles étaient parties avec leur capacité d'aimer. Comme si elle leur avait volé leur capacité d'aimer. On connaît tout ça. Ah oui. Et là, en échangeant avec elle, elle finissait par faire, ben, j'ai pas besoin de l'autre pour vivre. Je peux très bien vivre sans l'autre. Je peux encore savourer, j'ai envie de dire, le printemps, la lumière du printemps sans que l'autre soit là. Mais c'est ce que fait la mère d'ailleurs. Oui. Parce que, bon, il y a une petite histoire quand même d'amour et de sexualité dans le livre. Je veux dire, cette femme, Maryse du Bonheur, en perdant son clown de mari, elle avait perdu aussi la capacité d'aimer des hommes. Oui. De découvrir tout simplement l'autre n'est pas parti avec notre capacité d'aimer. Et ce que Maryse Bonheur finit par redécouvrir, c'est cette sensualité en elle, cette histoire d'amour qu'elle vit avec Loïc, le père d'une de ses patientes aussi. Et puis bon, au départ, elle sent que son corps, qu'il y a quelque chose qui se passe dans son corps dont elle avait oublié la présence. Ah oui, il y a des passages quand même assez succulents, donc on ne racontera pas dans votre livre, mais qui nous font tous réfléchir à cette façon de la sexualité de nos enfants par rapport à nous aussi, c'est-à-dire comment on réagit là-dessus. Il y a Marilou qui dit que les humains, Marilou c'est la petite fille qui est muette, ce que les humains prennent pour de l'amour, ce n'est pas une rencontre d'égal à égal, mais une rencontre d'ego à ego. C'est vrai qu'on essaye toujours, quoiqu'au début, non, c'est fusionnel. Hein. Ouais, au début, oui. Au début, on n'est pas dans ça. Mais peu à peu, la peur de perdre l'autre s'installe, la peur de ne pas être à la hauteur. Là, l'ego vient d'apparaître. Là. Et là, tout à coup, là, on cherche à être spécial, même parfois au début, à être spécial, unique, avant de ne plus avoir cette peur et d'entrer dans la fusion. Mais elle revient, cette peur. Elle revient, et là, à cause entre autres... Ou la peur de se perdre soi-même, c'est-à-dire de perdre son identité. Oui, tout à fait, littéralement. La peur que l'autre parte avec notre capacité d'aimer, que l'autre parte avec notre capacité de nous émerveiller, parce que s'installe cette peur-là. S'installe la peur, surtout dans la fusion, et peu à peu, là, s'installe des petits bouts de jalousie, d'envie. On a tellement peur de perdre l'autre qu'on commence à explorer les menaces. L'ego fait ça. Oui, la peur d'être abandonné. Abandonné, rejeté, parce qu'il y a quelqu'un d'autre sur la rue qui pourrait être plus intéressant à nos yeux que nous pour la personne. Plus jeune, plus beau, plus riche, plus fort, plus intelligent, plus ci, plus ça. Là, l'ego là, commence à jouer malheureusement de ses cordes ou à pincer les cordes sensibles. Et ça, là, quand ça s'installe, là, commence à régner la peur que l'autre parte avec notre identité profonde, c'est-à-dire tout ce qui en nous ne vieillit jamais. On a peur que ça disparaisse, qu'on ne soit plus capable d'aimer, de s'émerveiller, de savourer. On a peur tout à coup de devenir une espèce de mollusque. Et c'est terrible parce que les personnes que j'ai accompagnées étaient là-dedans. Et ils avaient l'impression que l'autre leur avait enlevé tout ce qui en eux ou en elles ne vieillit jamais. Que l'autre était parti avec ça. Et là, redécouvrait ça peu à peu. Mais non, c'est pas parce que l'autre est parti que j'ai perdu ma capacité d'aimer. Je peux aimer à nouveau. C'est pas nécessairement un autre être humain que je vais aimer. Peut-être que ça va être des chèvres, ou peut-être que ça va être dans le fait de faire du bénévolat quelque part, que je vais découvrir des personnes à aimer, bon, etc. Je vais pouvoir leur donner ce que j'ai à l'intérieur. J'ai vu des gens faire ça et se remettre à vivre. Et c'est ce que j'ai voulu montrer aussi au niveau de Maryse du Bonheur, que la vie réapparaissait en elle et que l'ego s'effaçait peu à peu. Et qu'elle recommence à sentir qu'elle était capable même de jouir. De jouir. Si
égoïste que moi. Mon mode d'emploi serait nécessaire. Qu'est-ce qu'en nous ne vieillit jamais? Toutes ces capacités d'être liées au fait d'être présent, la capacité de transmettre, ça vieillit jamais. D'ailleurs, ça, Charlot... La capacité de s'étonner aussi. S'étonner, ça ne vieillit jamais. La capacité d'apprendre, ça ne vieillit jamais. Moi, je pense je crois que je vais apprendre à mourir encore. Je vais apprendre à vieillir. J'apprends déjà à vieillir et je vais continuer d'apprendre à vieillir. Oui. Et je vais apprendre à mourir. Je crois ça. Et j'ai déjà commencé progressivement et je vais continuer d'apprendre à mourir. Je pense pas qu'on suive un cours à l'université qui nous dise voici comment mourir. Puis que même si on nous donnait un cours comme ça et qu'on réussissait l'examen avec un A+, j'ai pas l'impression que ça donnerait grand-chose par rapport au moment où ça va arriver. Je pense qu'on va l'apprendre encore. Et ça, j'ai vu ça dans les unités de soins de fin de vie. J'ai vu des gens apprendre à mourir. J'en ai vu qui n'ont jamais appris à mourir, qui sont morts tétanisés, littéralement, en colère, agressifs, amers, plein de regrets. Et qui veulent pas mourir. Et qui meurent quand même, mais raides comme des chiens qui auraient été empoisonnés. Moi, quand j'ai été à Dharamsala, il y a 2-3 ans, j'ai pu rencontrer la sœur du Dalai Lama, qui ne parlait que tibétain, enfin me faisait la traduction, et qui m'expliquait, elle avait 70 ans, que depuis 10 ans, elle se préparait à mourir. Voilà. Et en fait, il y a un enseignement, il y a vraiment une initiation à se préparer progressivement à vieillir et à mourir. C'est vraiment un entraînement. J'ai écarquillé les yeux, je trouvais ça incroyable et fabuleux, parce qu'elle disait avec le sourire, avec la joie, elle ne le disait pas d'une façon triste. Je crois ça. On n'a donc jamais cessé d'apprendre. C'est une capacité qui ne vieillit jamais en nous. Ça ne vieillit jamais. La capacité de créer, ça ne vieillit jamais. Ce petit Charlot qui est en train de perdre la vue, il écrit que dans le monde que l'on vit, non, c'est Georges finalement qui dit que même le ciel n'est plus visible avec tout le béton, l'acier, les grues, nos néons, nos halogènes, nos innombrables ampoules enveloppent les villes et nous font vivre comme si la lumière ne venait désormais que de nous, comme si nous étions la source et la fin. La pollution lumineuse bloque l'accès au firmament, elle couple de la contemplation des étoiles et nous empêche de voir combien nous sommes petits. Parce que quand même sa mère lui a dit à Charlot qu'il était une poussière d'étoiles. Oui, parce qu'il s'est acharné à lui demander d'où je viens. Puis elle est un peu exaspérée par ces questions-là, mais bon, elle n'a quand même pas voulu lui répondre n'importe quoi. Mais elle ne va pas très en profondeur. Elle finit par lui dire... Et moi, ça m'arrive d'ailleurs aussi quand les gens me demandent d'où je viens, de répondre... Une poussière d'étoiles, comme dit Hubert Reeves. Exactement. Je dis parfois, je viens des étoiles. Là, les gens me regardent avec un air de dire, mais d'où il sort, lui? Au lieu de dire, je viens du Québec, ou je viens des étoiles, parce que nous venons tous et toutes des étoiles. Et c'est ce que Hubert Reeves dit. Oui, mais ça, c'est clair. Et donc, le fait de nous cacher le ciel aussi fait qu'on ne peut plus les regarder. Ça, j'aime... Je suis tellement content que vous parliez de ça, parce que... Non, mais c'est tellement vrai. Je crois, moi, que dans nos villes, c'est un des plus graves problèmes que nous vivions. On ne voit plus les étoiles. Alors, il y en a toujours une qui arrive à se montrer. Si on regarde attentivement, alors qu'à la campagne, on n'a pas besoin de la chercher. Hein. Elle nous... On en a trop, même. Elle nous explose en plein visage. Dans la ville, il faut la chercher. Alors, la tendance est de se recroqueviller, se retourner sur soi-même et d'avoir effectivement l'impression que toute la lumière vient que de nous. Alors que quand moi, j'étais, il n'y a pas longtemps, sur le bord de la mer... couché sur un quai, une nuit sans lune, où il n'y avait que des étoiles. Qu'est-ce qu'on peut ressentir autre chose que ce qu'on ressent dans la circulation, un bouchon de circulation à l'heure de pointe? C'est fascinant. Ça nous rappelle ce que nous sommes vraiment. Il y a cette citation à la page 149 de Thomas Merton. Le véritable silence, c'est lorsqu'on n'a plus besoin d'être entendu. Vous pouvez développer un peu? On cherche constamment à exister à la fois dans le regard de l'autre et dans l'oreille de l'autre. Et dans le cœur de l'autre. Et dans le cœur de l'autre. On a l'impression d'être vivant
si quelqu'un nous écoute ou si quelqu'un nous regarde. D'ailleurs, on cherche beaucoup les regards des autres parfois et on a l'impression qu'un regard s'arrête dans le nôtre et là, on a enfin l'impression d'exister. Comme un enfant, peut-être, peut chercher le regard de ses parents ou d'adultes significatifs. Et l'oreille aussi. On cherche l'oreille de l'autre. On cherche L'attention. l'attention, tout le temps, tout le temps. Alors, quand on n'a plus besoin d'être entendu, on n'est plus dans cette dépendance à l'oreille de l'autre, au regard de l'autre pour se sentir vivant. Ça veut dire que je me sens tellement vivant que c'est pas grave si je suis pas entendu. Je m'émerveille, je savoure, j'apprends, j'aime, sans nécessairement être entendu. Sinon, si je cherche toujours l'oreille qui va m'entendre, j'oublie ça. Je m'éloigne. C'est ce que Thomas Merton disait, je crois. Mais en même temps, on a quand même envie d'entendre notre voix, enfin de dire qu'on n'est pas d'accord avec ce monde. Voilà, c'est le problème, c'est toute l'ambiguïté. Oui. Mais là, on n'est plus dans l'ego, là. Moi, je pense qu'il faut nommer cette réalité-là. Dans un monde où l'ego prend tellement de place, où le narcissisme prend tellement de place, Charles Taylor disait qu'un des plus graves problèmes de la modernité, c'est la montée du narcissisme. Je trouve ça tellement juste. Alors, dans un univers où le narcissisme prend tellement de place, il faut que la voix de la présence prenne sa place aussi. C'est-à-dire, il faut nommer ce qui n'est pas l'ego. Il faut en parler entre nous. Il faut se rappeler ça entre nous. Il faut se rappeler d'être présent. Il faut se rappeler d'être connecté sur notre capacité de s'émerveiller. On l'oublie. On l'oublie. On cherche tellement le regard de l'autre ou l'oreille de l'autre qu'on oublie de rester branché sur sa capacité de s'émerveiller. Littéralement. Alors ça, il faut se le rappeler, il faut nommer ça. Oui, il y a une phrase qui revient dans le livre, je ne sais plus laquelle c'est, je ne l'ai pas notée. C'est comme un mantra. Reviens ici. Reviens ici. Reviens ici. Je me répète ça très souvent. Vous vous répétez ça quand ? À quel moment on se rend compte que le hamster s'emballe dans la cage, que c'est l'ego qui finalement tourne dans la cage ? C'est tellement fréquent. Au cours d'une journée, je peux tout à coup, je vais être dans le métro et il y a quelqu'un qui passe et à cause de sa façon d'être, de son allure physique, peu importe, là dans ma tête peuvent réapparaître des blessures que j'ai eues quand j'étais enfant, de ne pas avoir cette allure-là. Et là, en une fraction de seconde, il y a un inconfort qui s'installe à l'intérieur de moi. Et là, ça fait... j'aurais tellement aimé ressembler à ça, être plus grand, plus costaud, ce genre de choses. Chez moi, c'était très valorisé dans ma famille. Et là, tout à coup, ça fait... Serge, reviens ici. Reviens ici. Et reviens où? Dans le présent. Ramène ton attention, non pas sur le discours qui est dans ta tête, qui est en dans train de te comparer, dans le hamster qui est en train de prendre toute ton attention, toute la place, de se comparer. Reviens ici, dans le présent. Observe ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ferme les yeux. Observe les visages. Découvre qui ils sont. Alors, vois l'enfant qui est dans les bras de sa mère, là, qui est très beau. Observe-le, émerveille-toi. Devant cette autre personne qui est en train d'écouter de la musique, dont la tête se balade au rythme de la musique, etc. Il y a tellement de choses à découvrir, au lieu d'être dans sa tête en train de se comparer. Alors reviens ici, ça ramène tous tes sens sur ce qui est là, que tu peux découvrir, apprendre, qui peuvent te permettre de t'émerveiller, etc. Oui, parce qu'on ne peut pas changer le monde. Non, on peut pas changer le monde, et c'est tellement important cette phrase-là. Et en même temps, j'ai envie de dire, il y a une femme de théâtre au Québec, Paul Pelletier, qu'elle s'appelle. Je la nomme parce que j'ai vu certaines de ses œuvres qui m'ont émerveillé. Elle a fait une grande trilogie. C'est une femme qui est très féministe, qui veut redonner sa place à la femme dans cet univers. Et puis, elle a fait une grande trilogie, 3 pièces de théâtre qui duraient 2 heures, 2 heures et demie. Elle était seule en scène. Et au milieu de la 2e pièce de théâtre, il y a un grand silence. Et tout à coup, elle hurle. Je veux changer le monde, moi. Ah oui, tout le monde veut changer le monde. Et là, j'ai fait... Mais c'est elle qui a raison. Mais oui. Il faut qu'on continue à vouloir le changer. Mais je voulais simplement dire, peut-être même en terminant, que l'ego nous garde dans un monde de surface
et qu'on est dans un monde, puis c'est un cliché de le dire, mais il faut le répéter, on est dans un monde assoiffé de profondeur, on est dans un monde assoiffé de sens, on est dans un monde qui a besoin de creuser, de comprendre. Alors il faut nommer, il faut créer des espaces de parole, il faut créer des espaces de dialogue. C'est un des rôles que des personnes comme vous jouent. Il faut revenir ici, Il faut revenir ici, il faut revenir ici. Il faut Ici. vraiment, ouais, tout à fait. sur Terre. Absolument. En Puis regardant dans les ce que nous étoiles. sommes vraiment, dans ce que nous sommes vraiment, les êtres interconnectés, interreliés, dans ce souci d'entraide, de communion, etc., c'est fondamental. Et ça, il faut le nommer. Il ne faut pas se taire. Il faut que Charlot le fait. Il nomme les choses. Alors, c'est important. Pour terminer vraiment l'émission, cet ego qui est là, il semblerait qu'en Inde, puisqu'on a parlé un peu de l'Inde tout à l'heure, c'est très bouddhiste hein, quand même ce Ouais, livre. il y a un côté. Je connais Ouais. peu le bouddhisme. Il faut que je vous le dise parce que je pourrais trahir le bouddhisme si je vous affirmais que c'est bouddhiste parce que je connais peu le bouddhisme. Donc, je ne veux pas trahir le bouddhisme là. Mais probablement qu'on m'a souvent dit que c'était lié à la pensée bouddhiste. Oui, effectivement. Parce que vous parlez de la présence. Oui, exact. Absolument. Voilà, parce qu'il faut être présent à ce Tout qui à est fait. là, et de toute façon, on ne peut pas changer le passé. Non. On n'a on a très peu de possibilités de savoir ce qui va se passer demain. Exact. Donc la seule importance, c'est le temps présent. Ouais. Et c'est vrai qu'en France aussi, on peut se demander avec ce qui se passe en ce moment, si l'intérêt, c'est pas quand même de vivre le temps présent, Ouais. parce que celui-là, on peut pas nous le retirer. Non. Donc Exact. être présent, revenir ici. Ouais. Oui, puis c'est ce que je présente comme épilogue parce que Maryse découvre que c'est jamais terminé complètement. Que malgré tous les efforts qu'elle a fait, le travail qu'elle a fait, bon, elle-même a vu un problème à la fin, un problème majeur, et puis elle s'aperçoit que l'ego peut revenir et qu'on peut même faire d'une maladie une identité. Ah oui, non, mais c'est un cheval au galop, l'ego. Exact. C'est de toute Ah, façon, c'est le... Sans arrêt. Et là, elle se fait rappeler à nouveau par Charlot que c'est jamais terminé et qu'elle peut, en revenant ici, à nouveau, avoir envie de se rouler dans l'herbe, dans le sable, un peu partout, et de savourer complètement le moment présent. Et oui, dans ce sens-là, ce que j'ai lu du bouddhisme, ça peut très bien être lié à la pensée bouddhiste, mais je répète, je ne veux surtout pas la trahir, cette Non, pensée-là, puis- parce que je la connais peu. Il y a l'hindouisme aussi qui dit qu'on peut représenter l'humain comme un carrosse, c'est-à-dire on a les émotions qui sont représentées par les chevaux. On a un conducteur dans le carrosse, on a l'impression que c'est lui qui conduit le cheval, enfin les chevaux, et en vérité l'important c'est le passager qui est derrière. C'est beau. Et ça c'est vraiment à comprendre, il faut qu'on soit le passager Ouais, de notre propre Ouais. chariot, ouais. et pas laisser les chevaux aller à droite, à gauche, et ne pas penser que c'est le conducteur qui conduit. beau. Non, mais c'est très compliqué parce que on est amené dans ce monde à toujours penser qu'on conduit notre carrosse, et en vérité, il faudrait juste être le passager. Oui, parce que quand on est, je crois, complètement dans le présent, on constate ça. Parce qu'une présence totale et absolue n'a plus besoin de rien conduire. Un être humain qui s'émerveille se laisse guider par ce qu'il Et ne contemple. pas penser qu'on est le conducteur. Non, exact. L'ego pense ça. Et ça, c'est une très très vieille image de Elle je est ne très sais plus belle. quoi dans l'hindouisme. Elle est très très belle. On n'est plus dans l'idée égoïque, donc associée à De l'ego. conduire que la machine. On peut tout contrôler, puis qu'on va être au-dessus de tout, etc., etc. Et ne plus être dans cette merveilleuse contemplation qui fait que la vie est si savoureuse. Je n'ai pas lu le premier livre, On est foutu, on pense trop. Est-ce que les personnages du deuxième étaient déjà présents dans le premier? Non, ils sont Non. arrivés après. Est-ce qu'il y aura une suite? Je vais probablement encore écrire. Là, j'ai commencé à travailler sur un bouquin. Je ne sais pas jusqu'où ça va me conduire, mais qui est vraiment à propos de la peur. Toutes ces peurs qui malheureusement amènent les êtres humains à poser des gestes qu'on connaît chaque jour et qui sont des gestes destructeurs. C'est la peur à la base qui amène des êtres humains à poser des gestes horribles comme ça. Le sentiment de ne pas exister, et ça, si j'en parle dans le roman, mais le besoin d'exister à travers des actes terribles qui font malheureusement souffrir plein d'autres êtres humains. Alors donc j'ai le goût d'explorer la peur, les croyances, tout ça,
d'une autre façon encore. Avec les mêmes personnages? Non, ce sera peut-être. On en avait parlé. Parce qu'on aimerait bien savoir ce que va devenir Charlot. Oui, oui. Et plusieurs personnes m'ont dit, écoutez, il y a de la place pour faire une suite. Et j'ai pris déjà des notes. Oui, mais en même temps, on peut donner la fin qu'on veut. Donc Ouais, c'est vrai. ça ouvre aussi des vrai. portes. J'ai des notes. J'ai pris plusieurs notes pour me laisser éventuellement la possibilité de garder la porte ouverte. Serge Marquis, Le jour où je me suis aimée pour de vrai, aux éditions de La Martinière. Je vous remercie vraiment pour ce livre qui m'a passionnée. Et moi, j'ai le goût de vous remercier pour votre accueil et pour votre présence. Merci beaucoup, Serge beaucoup à Marquis. vous. Merci infiniment. Ego, 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 ego.